Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité. On est là pour parler de l'épisode 4 de la saison 7 de Game of Thrones. Cette semaine, et comme toujours, l'ami Kerr est présent. Salut Kerr, comment ça va? Bonjour à tous et merci mon cher Bigby, que tu es beau avec ce teint chatoyant. Alors de manière purement platonique, que nos femmes respectives ne s'inquiètent pas. Mais il faut préciser, tu ne l'as pas dit, que tu es en vacances et que tu prends du temps sur tes diverses occupations de vacancier pour enregistrer les vidéos Game of Thrones. Et pour ça, on te salue chaudement et on te remercie. Et je vais commencer du coup par donner mon avis sur cet épisode 4. Un épisode qui pour moi est en deux temps. La première partie, c'est à peu près les deux tiers, les scènes classiques de Game of Thrones où on retrouve Bran, Arya qui se bat contre Brienne. On voit Cersei, Jaime, Brown, etc. Et des scènes qui m'ont globalement un petit peu déçu. Alors, elles sont très importantes, il y a beaucoup de choses à en tirer, on le dira dans la vidéo, mais par exemple, il y a les retrouvailles entre Sansa et Arya, j'en attendais énormément. Les derniers épisodes de Game of Thrones avaient été très forts en émotion. Là, il n'y a rien eu pour moi. C'était des retrouvailles, somme toute, loupées. Alors, il y avait ce petit clin d'œil, bien évidemment, de Arya qui se fait de nouveau refouler par les gardes, comme ça avait été le cas au début de la série. Mais voilà. Et puis, il y a cette bataille avec Drogon qui est tout simplement, à mes yeux, la meilleure scène. Enfin, la meilleure. La scène, en tout cas, la plus spectaculaire de l'histoire de Game of Thrones. Je l'avais pas du tout vu venir. Le traitement du son est exceptionnel. L'arrivée de Drogon fait absolument flipper, y compris toi, téléspectateur. La charge des Dothraki, avec le fait qu'ils hurlent pour terrifier l'adversaire. Ça, c'est une pratique très connue sur les champs de bataille d'époque. Ça marche hyper bien. Il y a de la cruauté dans cette scène. Il y a énormément d'interrogations sur les personnages. On se pose de multiples questions. Qui sont les gentils, qui sont les méchants dans cette scène. On est tiraillé entre le fait de est-ce que c'est finalement Drogon qui doit survivre ou est-ce que c'est Bronn, etc. Enfin, cette scène va à 2000 à l'heure. On est bousculé dans tous les sens. Elle est hyper bien réalisée. C'est pour moi une des scènes cultes de Game of Thrones et vraiment une des meilleures scènes série télé depuis. Enfin, c'est du très très lourd. Donc, un début un petit peu. Enfin, classique. J'allais dire poussif, décevant. Non, classique. Et une fin d'épisode exceptionnelle qui fait que je n'oublierai pas de sitôt cet épisode 4 de la saison 7 de Game of Thrones. Merci Kerr. Eh bien écoutez, mon avis pour cet épisode, alors pour moi c'est simple, c'est le meilleur épisode de la saison. C'est sans doute un des meilleurs épisodes de Game of Thrones tout court. Il y a tout. Déjà, c'est un épisode qui est beaucoup plus court, donc beaucoup plus condensé, il se passe beaucoup plus de trucs. Il y a des vraies révélations. Je crois qu'il y a une noix de coco qui est tombée derrière moi. Donc il y a des vraies révélations. Il y a le mystère sur les marcheurs blancs est teasé et de nouveau remis sur l'avant-scène avec les scènes dans la caserne. La romance Jon-Daenerys, elle est mieux menée, on va dire, que donc, dans leur première scène où ça arrive. Il y a pas mal de rencontres. La rencontre de Bran et de Arya Sansa, Theon, Jon. Enfin bref, c'est un épisode où il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent. C'est la première fois quasiment, je crois, où il y a une vraie grande scène épique de bataille, où on est du côté des deux côtés. C'est-à-dire que moi, j'avais pas envie que Bronn décède, et j'avais certainement pas envie que Daenerys décède. Et j'avais pas non plus envie qu'une flèche perdue chope Tyrion. Et donc là, on commence à arriver aux éléments les plus intéressants de Game of Thrones, où à force d'avoir créé des attachements avec tous ces personnages, et maintenant, on va vraiment être en galère de savoir quel camp est-ce qu'on va devoir choisir, parce que là, il va falloir en choisir. Certains vont disparaître. Merci Bigby. On rentre maintenant dans le vif du sujet avec l'analyse de l'épisode et on va commencer par Cersei qui est donc toujours à Port-Réal dans cette notamment magnifique salle où il y a toute la carte de Westeros. Elle montre donc aux représentants de la Banque de Fer qu'elle veut récupérer l'intégralité du continent. C'est un pieux objectif, pas un preux, pas du tout, un pieux objectif de la part de Cersei. Bien évidemment, on doute tous de sa capacité à réussir. Notez que le représentant de la Banque de Fer, donc de Bravo, c'est interprété par Mark Gatiss, qui est Mycroft dans Sherlock, le frère de Sherlock Holmes. Et c'est également un des co-créateurs de la série anglaise. Et à mes yeux, c'est peut-être un des plus gros poids lourds qu'il y a actuellement dans Game of Thrones.
La présence de Cersei dans cet épisode se limite donc à cette discussion qu'elle a avec le représentant de la Banque de Fer. J'allais dire la Banque de France, mais ça n'est pas la même si elle peut également vous poser des problèmes. Et donc, c'est intéressant parce que Cersei précise donc, comme elle l'avait dit dans l'épisode 3, qu'elle a promis donc de rembourser la Banque de Fer. L'argent arrive à Port-Réal, donc j'ai envie de dire tout va bien pour l'amie Cersei. Bien évidemment, elle ne sait pas ce qui va lui tomber dessus après. Et elle commence à prévoir la suite avec la Banque de Fer, puisqu'elle envisage donc de récupérer davantage d'argent, puisqu'elle a rendu cette somme-là, elle peut en emprunter de nouveau. Et un des objectifs de Cersei, bien évidemment, est le recrutement de la Compagnie Dorée, qui est donc un groupe de mercenaires d'Essos, qui comprend à peu près 10 000 hommes, que l'on entend de temps en temps dans la série, qui revient très souvent dans les théories, qui était un des grands enjeux de la guerre, même si on ne la voit pas finalement. Pourquoi ? Parce que 10 000 hommes, des mercenaires particulièrement bien formés, particulièrement bien armés, ça pourrait en effet avoir un rôle à jouer conséquent dans la guerre. Donc l'objectif de Cersei, outre le fait de rembourser la Banque de Fer, c'est bien évidemment de recruter la Compagnie Dorée. Et aussi, il y a d'autres enjeux pour Cersei. D'ailleurs, elle dit quelque chose de très intéressant. À un moment donné, elle dit qu'elle aimerait bien avoir quelque chose à elle. Donc, bon, de quoi parle-t-elle ? Je ne sais point. Mais en tout cas, cette discussion est intéressante parce qu'on voit vraiment que Cersei réfléchit vraiment à sa manière de reprendre le contrôle de Westeros et elle a bien compris que tourner le dos à la Banque de Fer était une erreur. Et c'est d'ailleurs la seule à discuter avec la Banque de Fer, de manière visible, comme le disait Big B dans la critique précédente. La Banque de Fer peut négocier, bien évidemment, avec Daenerys, par exemple, ou avec Varys, ou peu importe, pour aider plus ou moins tel ou tel camp. C'est possible que la Banque de Fer aide autant Cersei que Daenerys. Ça, on ne le sait pas. En tout cas, ce qui est visible, c'est que la Banque de Fer aide Cersei parce que Cersei a remboursé. Et moi, j'y vois forcément un clin d'œil au rôle des États-Unis dans les 2 guerres mondiales, qui au début de chaque conflit en fait faisaient du commerce d'armes et de vivres notamment avec l'Angleterre et la France, puis la Russie quand c'était dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Moi, j'y vois un petit clin d'œil comme ça. Bon, j'ai peut-être faux, mais en tout cas, c'est mon avis là-dessus. De mon côté, j'avais évidemment envie de vous parler de Bran et de Bran qui continue, comme je disais la semaine dernière, à être de plus en plus Monsieur Manhattan. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus, on le sent, en confiance dans ses pouvoirs, en tout cas en train d'apprendre tout sur tout, mais à côté de ça, il est en train de perdre toute humanité. C'est-à-dire que vraiment, là où Mera l'a sauvé, a sacrifié son frère pour lui, il a à peine un merci, tout le monde s'en fout, il est loin de tout, et en ça, encore une fois, je ne sais pas trop où ils vont. J'espère qu'il va retrouver en fait un peu d'empathie, parce que c'est très bizarre d'avoir comme ça un personnage qui est presque pourrait juger l'humanité en disant en fait le roi de la nuit a raison, tout le monde doit pourrir dès la fin de la saison 8. Donc c'est un tournant qui me paraît un peu étrange. Et maintenant, pour vous parler 2 secondes de la dague que lui remet Littlefinger. Alors bon, Littlefinger, comme d'habitude, dans les sournoiseries habituelles, qui essaye donc de retourner Bran, qui lui donne donc cette dague qu'on a vue dans le manuel de Samuel Tarly quand il était chez les Maistres. Et en fait, donc cette dague qui revient énormément, qui est la dague qui a donc servi à essayer de l'assassiner. Arrêtons-nous 2 secondes dessus. Donc c'est du Valyrian Steel, donc c'est une arme qui est capable de tuer les marcheurs blancs, mais c'est également et surtout une arme qui a été faite, dont le pommeau est fait dans de l'os de dragon, et elle a des rubis rouges qui sont sertis. Et les rubis rouges et tout ce qui va avec le folklore des dragons est très proche de Rhaegar Targaryen, donc le père de Jon d'après nos dernières théories. Et donc au final, cette dague, elle me paraît pas du tout anodine, donc je pense qu'on va en savoir plus, mais surtout, on le sait, Littlefinger est celui qui a fomenté la mort de la main, de la première main dans la saison 1, et en fait, je me demande si c'est tout simplement pas lui qui a fomenté également l'assassinat de Bran, que Bran le sait, et que c'est potentiellement un truc qui va amener Littlefinger à sa perte.
parce que là du coup il est très 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 entouré, on voit à quel point il a peur de Arya quand celle-ci combat. Donc j'ai envie de dire, là notre ami Littlefinger joue au jeu des trônes, mais avec des personnes qui ne sont pas prêtes à jouer avec lui, et en ça je pense que c'est peut-être la première fois qu'il connaît ça, il n'est plus à sa place et il est dans une position très dangereuse. Alors on va parler maintenant évidemment de la scène donc de la première réunion, donc celle de Arya et de Sansa, qui est de mon point de vue particulièrement réussie. Je pense que cette scène est assez fondatrice parce que l'ensemble de la saison qui va, bon, j'ai envie de dire, se dérouler devant nous, mais il ne reste que 3 épisodes. Mais donc ce reste de saison est très important parce qu'on sent que c'est le clan, le pack de loups qui est en train de se reformer, et ça c'est important. Et du coup ces scènes de réunion sont très importantes et on voit que en très peu d'éléments, chacun accepte les différences des autres. En fait, Sansa voulait être la petite reine, celle qui était mariée avec Joffrey, etc. Là, elle est châtelaine de Winterfell. À côté de ça, on avait Arya qui voulait être la fille guerrière. Elle est carrément un assassin de l'ombre. Et donc au final, tout le monde est devenu ce qu'il aurait voulu être, même si le chemin a été particulièrement compliqué. Et donc tout le monde s'accepte. Et ça, c'est un élément important, parce que quand on le voit après, donc avec la scène avec l'ami Bran, tout le monde est très vite au fait que oui, il a des super pouvoirs, oui, chacun a développé ses capacités et ils ne vont pas se marcher sur les pieds. Chacun va avoir son territoire, chacun va avoir ses compétences et chacun va aider le groupe. Et ça, je pense que c'est une vraie force et ça permet de gagner beaucoup de temps dans la série, parce qu'on ne va pas avoir des dissensions entre les Stark qui auraient pu alourdir, je pense, vraiment la série. En plus, ils ont suffisamment d'ennemis pour qu'on n'ait pas envie qu'ils en aient. Merci mon cher Bigby, tu es si loin et tu nous manques ici en France. Alors maintenant on va passer du côté de Père Dragon avec plusieurs choses intéressantes à noter. D'abord il y a la petite discussion entre Davos et Missandei. Davos questionne Missandei pour la 2e fois sur ses origines. Alors moi j'y vois une discussion plutôt anodine, mais vous avez été plusieurs dans les commentaires sur la critique précédente à dire qu'il n'y avait rien d'anodin dans Game of Thrones. Là je suis plutôt d'accord avec vous. Et que les questions donc, de Davos susciteraient chez lui des interrogations sur les véritables origines de Missandei. Pourquoi parler à 2 reprises des origines donc, de Missandei dans 2 épisodes de suite? Ben, je n'en vois toujours pas la raison. C'est-à-dire que moi, je pensais que Davos allait faire un sous-entendu à un moment donné. Il n'y a rien. Donc, la première fois, je pense, quand Davos demande à Missandei d'où elle vient, c'est que, à mon sens, il doit la trouver excessivement jolie. Et la 2e fois, c'était pour comprendre pourquoi Missandei suivait autant aveuglément, j'ai envie de dire, Daenerys. Missandei donne la réponse, donc je pense que cette explication, moi en tout cas, me convient et j'espère vous convient également. Et puis, à Père Dragon, avant que Bigby vous parle de la grotte, il y a quelques échanges très houleux entre Daenerys et Tyrion. Vous avez été très nombreux dans les commentaires à souligner le fait que Tyrion avait quand même échoué à plusieurs reprises dans cette saison 7. Nous aussi, on en a parlé bien évidemment dans les critiques. Et ça n'a pas échappé à Daenerys qui doit soit lire vos commentaires, soit regarder la chaîne. Bah, tant bien, tant mieux pour elle. Et elle fait une remarque à Tyrion comme quoi il se plante et qu'il serait peut-être temps... Enfin, on comprend que pour Daenerys, il serait peut-être temps d'écouter d'autres personnes. Et d'ailleurs, elle le fait immédiatement en écoutant Jon Snow. Donc ça, c'est juste après hein, la caverne. Mais on vous parlera de la caverne dans quelques secondes. Et elle écoute. Donc l'ami Jon plutôt que Tyrion. Et le rôle de Tyrion dans l'épisode sera également, à mon sens, symbolique et très fort dans la scène finale. Merci Kerr. Donc du coup, là maintenant on va parler de la scène qui est sans doute la scène la plus importante, même si pas la plus épique, de l'épisode. On va parler évidemment de la scène de la caverne, donc celle où Jon va amener Daenerys pour aller regarder un peu les dessins des enfants de la forêt et des premiers hommes. Alors, plusieurs éléments sur cette caverne. Donc là, comme vous le voyez à l'image, il y a donc des dessins qui montrent qu'on est clairement en train de parler du lore des marcheurs blancs, et on a également le fait qu'il y ait une proximité entre ces 2 personnages, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment presque tous les 2. On oublie très vite que les autres les ont suivis, et ils sont tous les 2. Et donc là, en fait, le truc à savoir, c'est que donc
Damien Weiss, un des co-scénaristes, pendant les interviews de Inside the Throne, donc qui sont des petits épisodes un peu making-of de la série. Et en fait, il disait que là, les sous-titres de la saison, en tout cas de l'épisode, c'est qu'à ce moment-là, c'est un des premiers moments où il y a une intimité qui se crée et un des premiers moments où ils ont l'impression qu'il se passe quelque chose entre eux. Je pense que ça se voit un peu, mais c'est moins clair que ce que je pense que les scénaristes voulaient faire passer, que c'était un des premiers moments un peu exotiques, non, si ce n'est érotique, mais en tout cas un peu exotique entre les deux. Maintenant, si on va donc sur la partie des dessins, en fait ces dessins sont très importants parce qu'il y a si on regarde en fait toutes ces images, il n'y a au fond que deux symboles qui reviennent tout le temps, et dont un qui a quelques variations. Donc le premier, c'est évidemment donc cette ellipse qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises, à la fois pour l'arbre, à la fois pour donc celui sur lequel a été fait le premier marcheur blanc, mais à la fois donc ce symbole que font les marcheurs blancs très régulièrement. Et à côté de ça, il y a évidemment évidemment le deuxième symbole. Donc il y a un rond qui est barré, qu'on avait vu dès le premier épisode de la saison 1. Et ce deuxième symbole, lui, il est beaucoup plus énigmatique, parce que si le premier, on a compris que c'était tout simplement le terrain donc de l'arbre où ils ont été créés, le deuxième est beaucoup plus étrange parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Depuis le début, on ne voit qu'un rond barré, et là, cette fois-ci, dans certaines de ces variations, on voit que c'est un rond, mais avec un bâton ou en tout cas une barre qui passe à travers. Donc je sais à quoi vous pensez, je pense que c'est pas ça, mais à côté de ça, en fait, qu'est-ce que ça peut être? Moi, ça m'a fait penser un moment aux pins qu'ils ont pour la main, mais vraiment, je pense que ce symbole ainsi que l'ellipse sont des vraies clés de la fin de l'histoire. Je pense que c'est aussi important que le Hold the Door Odor, parce que, encore une fois, Damien Weiss, pendant ses interviews, n'a pas arrêté de nous signaler qu'il y avait ces dessins très cryptiques. À chaque moment, à chaque endroit de cette grotte, on peut voir que 2 dessins. Enfin, quand on va dans une caverne rupestre, il n'y a pas que 2 dessins qui sont répétés indéfiniment. Là, c'est 2 fois les mêmes symboles qui sont indéfiniment montrés. Le deuxième élément sur lequel je voulais attirer votre attention sur les dessins, c'est que si on compte le nombre de symboles, donc de ronds qu'il y a dans l'ellipse, je parle donc de ce qu'il y a là sur votre image, eh bien il y en a 12, et nous on sait qu'il y a un 13e personnage qui est au centre, donc qui est le roi de la nuit qui est transformé. Donc c'est encore une fois, pendant cette transmission, cette création des marcheurs blancs, il n'y aurait pas un roi de la nuit qui aurait été créé, mais bien 13 marcheurs blancs qui sont à l'initiative de tout. Alors on le savait un petit peu parce qu'il y a eu, quand il avait transformé, le roi de la nuit avait transformé un enfant, on avait vu 13 ombres derrière, enfin 12 ombres derrière lui, plus lui qui était le 13e. Mais donc ce chiffre 13 qui revient beaucoup, et si vous regardez nos vidéos théorie, que je vous invite à aller regarder sur la chaîne, eh bien vous verrez qu'il y a de gros doutes sur le fait que le roi de la nuit est en fait le même personnage que le roi de sa nuit, donc le Night King et le Night King en anglais, donc c'est-à-dire un ancien garde, un ancien Stark, en tout cas pour simplifier l'histoire, un ancien Stark qui serait tombé amoureux d'une femme très étrange à la peau blanche. Mais je vous invite à regarder la vidéo théorie, c'est sur les marcheurs blancs. En tout cas, beaucoup d'éléments qui semblent confirmer que peut-être ce seraient bien les mêmes personnages, et donc que le roi de la nuit serait un Stark. Chose intéressante. Et du coup, mon bon Kerr, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette petite échange entre notre ami Daenerys et notre ami Jon? Alors, mon cher Vigby, la caverne, je sais où tu veux m'amener, puisque dans le cadre d'une discussion téléphonique endiablée, où on a déjà débrief entre nous l'épisode, j'avais fait une petite remarque caverneuse sur l'ami Jon. Je sais pas vous, mais moi je trouve que la vie sexuelle de notre ami Jon Snow se déroule assez souvent dans une caverne. Et pas la caverne de Platon, hein. Nous avons donc notre ami Jon qui connaît ses premiers amours avec Ygritte dans une caverne. Là, c'est le début d'un crush, d'un flirt magnifique avec Daenerys, et c'est dans la caverne, avec quand même une petite interrogation sur est-ce que finalement il a plié le genou devant elle dans la caverne ou pas. On ne le sait pas puisque la scène s'arrête. On le saura probablement plus tard s'il l'a fait. Par exemple, moi j'imaginais bien Daenerys dire plus tard dans un épisode à Jon, oui mais dans la caverne tu t'es mis à genoux devant moi, pourquoi est-ce que maintenant Peut-être, peut-être pas, on verra.
Parlons 2 secondes de cette petite rixe entre Arya et Brienne. Bon, elle est stylée, c'est peut-être un des combats les plus intéressants, les plus stylés de Game of Thrones tout simplement. On voit à quel point en fait, même si on l'avait oublié, Arya était l'élève de Syrio Forel, donc le premier, son prof de danse, si vous vous souvenez de la saison 1. Et on voit à quel point en fait elle arrive à faire jeu égal avec une Brienne qui est censée être une des meilleures combattantes du royaume. Ça, c'est pas pour rien, c'est pour mettre les choses en place, à mon avis, d'un point de vue de Littlefinger, qui la voit, déjà pour la prendre en considération. Pour Sansa, pas besoin du coup à Arya de faire la petite fille qui va expliquer à tort et à travers que c'est une grande guerrière, elle le montre et c'est tout. Et en même temps, c'est assez intéressant donc, de voir les deux personnages s'entraîner, parce qu'on le sait, ils vont avoir une grande confrontation qui va arriver très vite. Donc en ça, c'est... et puis, moi, c'est une de mes scènes préférées de l'épisode. Et puis c'est tout. Merci Big B, passons maintenant aux retrouvailles particulièrement chaleureuses entre les deux meilleurs amis du monde, que sont Jon Snow et Théon Greyjoy. Alors Théon revient d'une escapade, ma foi, fort délicate, puisqu'il a perdu donc sa flotte, sa sœur et sa dignité. Et il arrive à Père-Dragon pour demander à Daenerys de l'aider. Alors Daenerys est partie, hein, c'est l'introduction du combat final dont on va vous parler après. Mais il y a bien évidemment Jon Snow qui l'attend sur la plage. J'ai envie de dire pas de bol. Donc rappelons un petit peu que Théon est responsable aux yeux de Jon de la mort de plusieurs membres de sa famille, de plusieurs membres du personnel auquel était très attaché Jon à Winterfell, de la destruction de Winterfell, c'est encore pire dans le livre. Mais Théon, même s'il est complètement responsable de tout ça, a quand même traversé depuis les enfers. Et comme je parle de Théon et de Jon, c'est le moment pour moi de réaliser un défi que l'on m'a lancé cette semaine et qui a été lancé par mon beau-frère Jordan. Et avec un nom pareil, il ne pouvait être que basketteur, même s'il a pris du poids. Jordan m'a mis donc au défi, que je salue d'ailleurs, il m'a mis au défi de dire le mot chipolata donc dans la vidéo. Et ben, puisqu'on parle de Théon, parlons de chipolata. La chipolata de Jon, à mon avis, va bientôt la sortir avec l'ami Daenerys. Mais Théon, eh ben, bien évidemment, lui, comme je disais qu'il a traversé les enfers, il a perdu la sienne. Et en plus, donc, il a été victime de Ramsay Bolton. Donc, il a vraiment, vraiment souffert, Théon. Sa personnalité a été complètement changée, d'ailleurs. Et ça, Jon le sait, puisque Jon dit donc si tu n'avais pas, enfin, il fait comprendre que si Théon n'avait pas sauvé Sansa des griffes de Ramsay, eh ben, il lui aurait, à mon avis, coupé la gorge depuis belle lurette. Donc voilà, des retrouvailles qui, ma foi, restent somme toute anecdotiques, mais qui m'ont permis, en tout cas, de placer le mot chipolata et d'humilier le beauf. Merci Ker pour ton avis sur notre ami Théon et notre ami Jon. Maintenant parlons donc de la scène finale, donc de la grande scène, celle qui à mon avis leur a coûté tellement d'argent que l'épisode est plus court. Et donc on parle évidemment de la Khaleesi qui arrive avec ses troupes pour eh bien, tout simplement assommer Jaime. Notre ami Ker du coup va vous en parler plus en avant. Moi je voulais dire juste quelques éléments. Souvent dans Game of Thrones, l'élément qui est censé être le plus fort est celui qui est le plus facilement retourné contre vous. Et donc, quels sont les éléments? On peut prendre du coup les dragons. Au début, sont un élément très important, mais on se souvient qu'à un moment, il s'était retourné un peu contre Daenerys parce qu'il s'était mis à bouffer les villageois, à brûler des enfants, etc. Donc là, c'est un peu pareil. On pense qu'elle va gagner la guerre parce que tout simplement, ce sont des dragons et qu'elle a plus de patates que les autres. Bah non, en fait, maintenant il va falloir qu'elle craigne en permanence qu'il n'y ait pas un carreau de cette arbalète qui a été faite par les Lannister pour eh bien, tuer les dragons. Et ça, c'est un élément assez intéressant parce que ça veut dire que Daenerys ne peut plus aller n'importe où elle veut dans les terres de Westeros. Elle est obligée à chaque fois de penser de manière assez avancée, de nouveau avoir une vraie stratégie pour avancer petit à petit. Et ça ralentit énormément l'avancée de Daenerys dans Westeros. Et donc si maintenant elle veut prendre Port-Réal, potentiellement Port-Réal a des centaines d'arbalètes et ce n'est plus possible. Et donc on en revient à ce que je disais un peu dans la vidéo preview. Si Daenerys ne peut plus vraiment prendre rapidement Port-Réal et combattre les Lannister, et que il y a quand même les marchands blancs qui arrivent, et il y a les marchands blancs qui arrivent très très vite. On en reparlera pour la vidéo preview. Et donc au final,
Bah, il reste 3 épisodes dans cette saison. 3 épisodes, ça fait pas beaucoup. Et donc, je pense vraiment, pour continuer dans nos vidéos annexes, nos vidéos théories, que et potentiellement Port-Réal va être laissé de côté et va à mon avis s'auto-détruire, ou en tout cas perdurer jusqu'à la saison 8 où il y aura un grand final. Mais j'ai l'impression que Daenerys au final va se retrouver un peu dans un cul-de-sac dans cette guerre et va devoir aller avancer avec Jon parce que les marchands blancs ils attendent pas quoi, ils sont aux portes du mur quasiment. Voilà, et sinon bah, elle est extrêmement bien réalisée cette scène de tous les points de vue. On peut féliciter à mon avis beaucoup les cascadeurs qui ont joué les monteurs de chevaux. Il y a vraiment des scènes qui sont assez épiques et globalement on est très très loin de une des premières scènes où Daenerys se volait avec le dragon quand elle échappait aux harpies. Qu'est-ce que le dragon était mal fait. Putain, là c'est vraiment classe, là c'est vraiment vraiment stylé. Donc en tout cas je laisse notre ami Kerr parler plus avant de les fins de l'épisode. Voilà, après moi je pense pas que Jaime soit décédé, mais on en reparlera. Eh ben, mon cher Bigby, je te rejoins complètement dans cette analyse du combat final. Je rajouterai quelques petits points qui m'ont un petit peu perturbé dans cette scène. D'abord, j'y ai vu le côté obscène, cruel de Daenerys. C'est-à-dire quand elle brûle, par exemple, les soldats Lannister qui sont déjà au sol, etc. Bon, ça, c'est dans le cadre de la guerre, d'accord. Mais par exemple, le fait que Tyrion soit présent, que Tyrion soit un petit peu malmené par les Dothraki qui lui manquent de respect dans leur langue à eux, donc c'est une manière de manquer de respect à Tyrion tout de même. Le fait que Tyrion soit présent, doive assister au massacre de l'armée Lannister et potentiellement à la mort de son frère. Est-ce que finalement c'était pas une punition infligée par Daenerys à Tyrion pour l'échec des 2 précédentes batailles? Ou est-ce que Tyrion a suivi volontairement Daenerys? Ça, on ne le saura pas. Euh, mais moi, j'ai vu dans cette scène-là, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à me positionner. J'en parlais un petit peu dans mon avis global sur l'épisode. Parce que Daenerys, finalement, quand on fait un petit peu le bilan calmement, et ben, on se rend compte que elle devient un peu Mad Queen, quoi. C'est-à-dire que là, la guerre oppose finalement 2 Mad Queen. Cersei à Port-Réal, Daenerys qui de plus en plus fait des choix qui peuvent potentiellement craindre à mort. Genre, elle propose de prendre les dragons pour aller brûler Port-Réal. Et en fait, si Daenerys, à mon avis, n'a pas vraiment fauté, franchi une limite qu'elle ne devrait pas franchir pour rester quelqu'un de bien, c'est parce qu'elle a été conseillée par Tyrion, conseillée par Jon dans cet épisode. Mais cette attaque-là, pendant l'épisode, m'a vraiment fait douter du positionnement de Daenerys. Est-ce que c'est vraiment une bonne reine ou est-ce que potentiellement, dans la suite de la série, elle va vraiment devenir un danger pour tout le monde en fait. Et ça, c'était perturbant et je trouve que la manière dont ils ont tourné la scène, de manière très, très réussie, hein, comme tu l'as dit, et en parlant des cascadeurs, c'est vrai qu'il y a eu énormément de boulot, notamment sur les chevaux. Euh, et ben, dans cette scène-là, je ne savais jamais me positionner entre Daenerys et Drogon. Alors j'ai plutôt envie de dire Drogon, et puis bon, Daenerys était dessus, donc c'était, voilà, elle était là, elle était là. Ou Bronn et Jaime. Et le fait que l'épisode se termine par Jaime dans l'eau, donc je te rejoins complètement sur le fait que je ne pense pas, bien évidemment, que Jaime est mort, mais il y a aussi une symbolique, c'est-à-dire que cette scène-là se termine sur Jaime. Est-ce que finalement, le brave bon gars de la scène, le bon héros de la baston, c'est pas Jaime, parce qu'elle se termine sur lui, cette scène-là. Donc je ne sais pas. Et puis alors, le moment où Drogon charge sur Bronn qui a l'arbalète, la deuxième fléchette, même si c'est plutôt un pieu ou un tronc d'arbre, et ben franchement, moi j'ai vu Bronn mourir en fait. Je me suis dit ok, Bronn il est mort et et, euh, et en fait, non, ça s'est pas passé comme ça. Mais quand Bronn allait. Moi, j'étais persuadé que Bronn n'allait pas survivre à cette scène-là. Alors, je ne sais pas, vous, ce que vous en avez pensé, dites-le dans les commentaires. Mais j'avais pas spécialement envie que Bronn meure. J'avais pas spécialement envie que Daenerys gagne cette bataille. Par contre, il y a un truc que je ne voulais absolument pas.
mais vraiment absolument pas, c'était que Drogon meurt. Parce que dans cette scène-là, le pied absolu que nous fournit Drogon avec son feu craché et puis son vol magnifique à la Top Gun, eh ben, moi j'ai trouvé que c'était le plus important dans la scène. Merci à tous, à la semaine prochaine pour une prochaine critique. Et pour tous ceux qui sont vraiment fans de Game of Thrones, on a beaucoup de vidéos qui arrivent cette semaine. On a la vidéo preview, on a une vidéo théorie et une vidéo d'analyse de nombreux détails qui ont été laissés de côté sur cette première partie de saison de Game of Thrones. Merci à tous. Merci à tous, à demain pour une nouvelle vidéo et Big B, n'oublie pas de me ramener un souvenir de ton lieu de vacances, donc Dunkerque dans le Nord-Pas-de-Calais. Ciao!